Salut les sportifs, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Nakan. Aujourd'hui, un épisode avec Greg uniquement. En théorie, nous devrions être en live sur Instagram pour ceux qui ont suivi le fil et qui ont bien reçu l'email de notification. Mais je vois que à nouveau, après un quart d'heure d'essais infructueux pour que je puisse joindre ce live, j'ai été dégagé. Donc, on va commencer quand même cet épisode que de toute façon, si vous êtes des fidèles auditrices, fidèles auditeurs de ce podcast, vous pourrez retrouver dès mercredi dans notre flux de podcast. Donc, ce que je te propose, Greg, c'est de commencer immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, oui, effectivement, là on est à moitié en live sur Instagram parce qu'apparemment les auditeurs qui se sont connectés en direct pour participer à ce podcast, eh bien, entendent plus que la moitié qui est chez moi. Donc malheureusement, je crois qu'on se dirige vers un fiasco. On fera peut-être un live sur une autre technologie la prochaine fois parce que malheureusement, je pense qu'ils entendront que la moitié de ce podcast qui est enregistré à moitié en direct, donc c'est un peu moins drôle ce soir, mais bon, ils auront de toute façon la possibilité d'écouter l'intégralité de l'enregistrement mercredi quand il sera diffusé sur les plateformes habituelles de notre podcast. Donc on a décidé ce soir effectivement de parler d'entraînement, de parler de quantification de l'entraînement, puis de parler un petit peu de méthodologie de mesure. C'est vrai qu'on a parlé au cours des épisodes passés avec Denis, avec VO2 Sport, et puis avec plein d'intervenants de tests de VO2, de tests d'effort, et puis de quantification de sa performance. Mais il y a des sportifs qui commencent, il y a des sportifs qui aimeraient pouvoir débuter et puis progresser sans avoir à passer par un labo, sans avoir à faire l'investissement d'un test d'effort, et puis c'est ce dont on va parler ce soir. Ouais, effectivement. Enfin, je pense que c'est surtout toi qui va beaucoup parler parce que c'est surtout toi qui a beaucoup de connaissances et de compétences techniques. Moi, je serai certainement là uniquement pour poser des petites questions. Ça te va ? Alors, ça me va. Moi, j'ai préparé un petit peu quelques points, donc qui sont des mesures qu'on peut faire soi-même lorsqu'on est sportif. On va parler principalement de course à pied et de cyclisme dans cet épisode, mais il existe aussi des méthodes pour calculer un peu ses performances en natation. En natation, on verra en fait. C'est peut-être plus compliqué de nager juste au niveau technique sans avoir accès à un coach ou à quelqu'un. Par contre, c'est un petit peu plus facile de juger ses capacités en natation parce que finalement, dans un bassin de 25 mètres ou de 50 mètres, c'est quand même assez facile de se mesurer sur un 100-400 mètres et puis de pouvoir mesurer sa performance. Et puis c'est un petit peu plus compliqué d'avoir accès à des métriques comme la fréquence cardiaque en direct en natation. Mais on va parler un petit peu plus de course à pied et de cyclisme parce que là, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Il y a des mesures qu'on peut faire soi-même, que ce soit sur la piste, que ce soit sur tapis de course ou alors carrément sur ses terrains d'entraînement favoris, et puis qui vont permettre de quantifier assez facilement son effort et puis sa progression dans le sport. Et puis voilà, j'ai préparé quelques petites notes par rapport à ça. Ouais, effectivement, de très belles notes que tu nous as préparées. Alors moi déjà, j'aimerais qu'on commence cet épisode en donnant quelques définitions. Quand on va effectuer, déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on voudrait effectuer un test dit de VMA qu'on va pouvoir faire, comme tu l'as dit, soit sur tapis, soit en courant, soit sur vélo. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir effectuer ce type de test ? Quelles données on va s'attendre à récupérer ? En fait, un test de VMA, il va tout simplement nous donner une indication sur la performance maximale qu'on est capable de fournir en course à pied. Et à partir de cette donnée-là, on va pouvoir calculer, on va pouvoir déduire des intensités d'entraînement qui vont être idéales entre guillemets pour pouvoir progresser dans sa pratique de la course à pied. Donc je pense que c'est un passage un petit peu obligé si on n'a pas un test d'effort complet en laboratoire qui nous fournit ces données. Et bien quand on est livré à soi-même, je pense que le test de VMA c'est vraiment la première chose qu'on devra faire quand on est un coureur à pied.
théoriquement, hein, la VMA, donc la vitesse maximale aérobie, c'est un effort qui est fait quasiment à VO2 max, à 100% de sa VO2 max, donc à 100% de l'assimilation d'oxygène qu'on est capable de produire, d'assimiler. Et puis ça, on va pouvoir le soutenir un grand maximum de, on va dire 4-5 minutes pour un athlète un petit peu comme nous, hein, un athlète amateur, un athlète éclairé, et puis jusqu'à 8-10 minutes pour un athlète élite. Des fois, c'est même un tout petit peu plus long que ça, mais voilà, c'est un petit peu les tranches de durée qu'on est capable de soutenir cet effort. Donc, on est vraiment à un effort maximal. Et puis, alors là, il y a tout qui fait mal. On est à la limite de la saturation au niveau respiration. On a tous les muscles qui produisent tout ce qu'ils peuvent d'acide lactique. Donc, on tient pas cet effort pendant des dizaines de minutes. Ça c'est clair. Donc, une fois qu'on connaît cette VMA, donc c'est simplement une vitesse. Hein, donc, la VMA qu'on va mesurer, et puis à partir de là, on va pouvoir déduire les allures d'entraînement idéales pour progresser en course à pied. Ouais, alors on en parle très régulièrement dans tous les épisodes qu'on a déjà été amené à faire, et on renvoie éventuellement nos auditrices, nos auditeurs sur ce type d'épisode. Mais en tout cas, je pense que c'était nécessaire de refaire ce rappel à l'ordre et de cette définition de ce qu'est un test VMA. Alors tu l'as dit, on peut le faire aussi bien en courant qu'en vélo. Enfin, en l'occurrence là, on s'adresse principalement à nos auditrices, nos auditeurs qui sont peut-être des triathlètes, peut-être des coureurs, peut-être des cyclistes. Tu l'as dit aussi, c'est possible de le faire en natation, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce sera des protocoles qui seront peut-être détaillés à d'autres moments. Toi, ta recommandation principale pour pouvoir effectuer un bon test de VMA, est-ce que ce serait de l'effectuer plutôt sur piste, plutôt sur route, plutôt sur tapis, par rapport aux différentes mesures qu'on peut être amené à faire? Enfin, quand je parle de mesures, je parle vraiment de distance. Avec quel outil on pourrait démarrer ce test si, comme tu l'as dit en introduction, on n'a pas les moyens ou on n'a pas envie d'aller réaliser ce type de test dans un laboratoire spécialisé? Ben, en fait, bon, déjà, VMA, on parle de vitesse maximale aérobie, donc on se limite vraiment à la course à pied, hein. Il n'y a pas de VMA à proprement parler à vélo. Donc, quand on va sur la page Wikipédia qui traite de la VMA, on trouve toute une panoplie de protocoles de tests qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir mesurer cette VMA, en tout cas l'approcher, l'estimer un maximum. Personnellement, quand je veux mesurer ma VMA, j'utilise 2 tests différents en fonction de si je cours sur tapis de course. Donc, c'est plus facile sur tapis de course d'avoir une vitesse constante et puis de pouvoir accélérer de manière très précise sa vitesse et donc de faire des paliers. Et puis un autre protocole de test qui est très simple, qui est parfois considéré par certains coachs comme un petit peu trop basique, mais qui pour moi est quand même relativement efficace et permet une bonne estimation de la VMA. C'est le test de Mie Cooper. Donc on parlait longtemps du test de 12 minutes pour pouvoir se jauger en course à pied, pour pouvoir savoir quel effort on allait pouvoir fournir au maximum. On s'est rendu compte que ces 12 minutes, c'était un petit peu long par rapport à ce qu'on disait en introduction de ce podcast, hein, qu'on est capable de tenir 4, 5, voire 6 minutes notre effort maximal. Donc le demi Cooper, c'est un test de 6 minutes. Donc on voit qu'on est sur la fourchette haute de ce qu'on est capable de soutenir, et en général, on court sur piste ou alors sur le terrain le plus plat possible autour de chez soi, avec le moins de demi-tours possible, ou en tout cas le moins de changements d'allure possible, pendant 6 minutes à bloc. Et puis ça va nous donner une estimation de notre VMA. Donc ça, c'est possible en extérieur. Je disais, lorsque j'essaye de réaliser un test de VMA sur le tapis de course, je fais un test qui s'appelle le test Luc Léger, qui est un test par palier, c'est-à-dire qu'on va commencer à une vitesse qui est à peu près notre vitesse VMA, si on l'a déjà mesurée, moins 4 km/h, ou alors pour un coureur qui n'a jamais estimé sa VMA, il va courir à une allure où il fait un jogging où il est facile. Et puis là, toutes les minutes, il va ajouter 0,5 km/h à sa course, à sa vitesse de course. Donc ça, sur un tapis, c'est facile à faire, hein. On commence à 10 km/h, on ajoute 0,5 toutes les minutes, et puis on va au maximum qu'on peut. Et puis en fait, notre VMA estimée est celle du dernier palier qu'on a rempli complètement. Donc toute la minute qu'on a tenue complètement dans le test. Donc,
sur piste ou en tout cas sur terrain plat, et puis là où c'est possible de courir de manière efficace, le demi-Cooper, donc 6 minutes à bloc, et puis on prend la vitesse moyenne des 6 minutes, c'est notre VMA, et puis sur tapis de course, on commence à une allure où on est facile, ou à VMA moins 4 km/h si on connaît déjà notre estimation de VMA, on rajoute 0,5 km/h toutes les minutes, et puis on prend la dernière minute où on a tenu complètement avant de lâcher sur le tapis, et c'est notre VMA. Ouais. Alors moi, j'avais mon entraîneur qui m'a suivi très longtemps au Luxembourg me suggérait encore un autre test, un autre protocole, et je crois qu'on en a déjà parlé notamment avec Denis. C'était un protocole de 30 minutes où finalement pendant 30 minutes, principalement sur piste, parce que tu l'as dit juste avant, ça a l'avantage d'être plat, ça a l'avantage d'être un parcours régulier. Bon, s'il y a du vent, comme on tourne en rond, oui, c'est mieux. Il y a un moment on l'aura de face et un moment on l'aura dans le dos. Donc lui préconisait plutôt un test sur piste de 30 minutes où là l'objectif ça va être de réaliser le maximum de distance sur 30 minutes. Lui préférait ça à un Cooper ou à un demi-Cooper pour que effectivement on ait peut-être pas une régularité, mais en tout cas, on ait une constance dans l'effort et que aussi bien sur 6 voire 12 minutes, il est parfois aisé de courir un peu plus vite que à sa VMA. Sur 30 minutes, en général, ça ment pas. Il y a un moment, on va réguler sa vitesse et on aura véritablement la vitesse, pour ainsi dire, la VMA. Je sais pas ce que tu penses de ce protocole, Greg. Alors, je comprends pas le concept parce que vu que VMA, on peut la tenir un maximum de 4, 5, 6 minutes, je vois pas l'intérêt de courir 30 minutes pour estimer de la VMA. Enfin, personnellement, à part une fraction de VMA qu'on devra ramener avec une formule mathématique savante pour ramener un test, tu dis on aura tendance sur un demi-Cooper à courir au-delà de sa VMA. Théoriquement, c'est pas tellement possible. Alors bien sûr que des athlètes qui sont préparés pour du 400 mètres aux Jeux Olympiques, peut-être que eux ils ont un temps de soutien tellement important à VO2 max que effectivement un test de 6 minutes est plus pertinent pour eux. Mais je pense que pour 100% des coureurs amateurs, courir 6 minutes à bloc, c'est courir à VMA ou alors en dessous. Mais courir 6 minutes à bloc au-dessus de sa VMA, je pense que c'est pas possible pour n'importe quel coureur amateur. À mon sens, voilà. Évidemment que s'il y a un vent pas possible le jour du test de VMA, il va falloir réfléchir. Alors, bien évidemment, si on le fait sur piste, il y a un sens dans lequel on va lutter contre le vent, un sens dans lequel le vent sera favorable, et donc du coup, probablement que ça s'équilibre un petit peu, mais ça c'est quand même un biais. Donc peut-être attendre un jour où il y a moins de vent. Après, normalement, à peu près toutes les pistes d'athlétisme du monde sont plates, donc ça, il y a pas tellement de problème de dénivelé. Après, si on fait son test chez soi, bien évidemment que on peut pas faire 6 minutes à bloc en montée parce qu'on aura sa VMA exactement dans ce pourcentage de pente. Donc après, on aura du mal à utiliser ces données-là. Donc ouais, moi, je reste sur ce que je dis. Donc le demi-Cooper, si on fait ça sur piste ou à l'extérieur sur le terrain le plus plat possible, idéalement sans vent, et puis le test de Luc Léger sur le tapis de course, parce qu'on peut faire des incréments assez précis en termes d'ajout de vitesse. Ouais, c'est vrai que là, pour avoir un test relativement précis, si on n'a pas les moyens d'aller en labo, le mieux, ça reste quand même essayer de se trouver une salle de sport avec un tapis ou un copain qui aurait un tapis et pouvoir effectuer ce test en intérieur sur un tapis. Déjà, on n'a pas le biais du vent, on n'a pas forcément le biais de la température non plus, et puis on a l'assurance de la régularité de la vitesse à laquelle on court. Exact, ouais, c'est tout simplement ça. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé sa VMA, donc la plupart des personnes qui vont faire un test de VO2 max, si on leur donne leur VO2 max, par exemple 56, eh ben c'est juste un chiffre. Et puis c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ce chiffre. Et la VMA c'est un petit peu pareil. Donc une fois qu'on a déterminé sa VMA, encore faut-il savoir quoi en faire de ce chiffre en kilomètres. Alors déjà, une chose qui est intéressante, c'est que à 85% en général, on est dans une fourchette qui est assez précise, assez proche. À 85% de sa VMA, on est au seuil ventilatoire 2. Donc en général, c'est quand on dit je cours au seuil, et ben c'est le seuil numéro 2 qu'on appelle ainsi. Et ben là on sait que 85% de sa VMA, donc là il faut faire un petit calcul, on sera en train de courir le seuil. Donc là c'est déjà une information un petit peu plus concrète parce qu'on sait que si on court en dessous
dessous du seuil ventilatoire 2, eh bien on court principalement en aérobie, et puis si on court au-delà de ce seuil ventilatoire, on court en anaérobie. Donc on l'a vu dans les épisodes passés, on va pas repasser ça en détail, mais on change de filière énergétique, on en a parlé avec Denis Boucher notamment. En dessous, on va brûler plus de graisse, et puis en dessus, on va brûler plus de lipides. Donc ça, c'est déjà une information assez importante pour s'entraîner dans les bonnes zones et puis pour s'entraîner dans les bonnes intensités. Donc bien évidemment que si on fait son test à plat sur piste, eh bien ça va correspondre à 85% de sa VMA lorsqu'on est à plat. Quand on monte ou quand on descend, bien évidemment que l'allure elle change. Si je fais mon test VMA à plat et puis que je suis dans une pente de 5%, eh ben je serai bien au-delà de mon seuil ventilatoire 2 quand je serai à 85% de ma VMA. Alors moi il y avait quand même je voudrais quand même réagir. Tu nous parles très souvent de courir et de faire du vélo avec un capteur de puissance, mais là on parle de vitesse. Oui. Comment est-ce que tu trouves une corrélation entre les deux, ou est-ce que finalement ce protocole qui vise à mesurer ta vitesse maximum aérobie, tu vas pouvoir le répliquer sur un test pour mesurer ta puissance maximum? Alors là, on mélange deux choses, Monsieur Hermano. On parle effectivement de vitesse, et pour toute personne qui ne dispose pas d'un capteur de puissance, eh ben, en course à pied, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se fier pour ces entraînements, mais comme je le dis, dans des conditions identiques. Donc, si je veux courir un marathon qui est majoritairement plat ou avec très peu de dénivelé, et puis que je fais un test de VMA, et puis que je m'entraîne à VMA 85% pour être juste à mon SV2, enfin voilà, tout ça, ça va coïncider, mais effectivement, dès qu'on va rajouter de la pente, dès qu'on va rajouter du vent de face, dès qu'on va changer la nature du terrain sur laquelle on court, eh bien, effectivement, on va avoir des difficultés à adapter sa vitesse de course à pied. C'est là que la VMA montre ses limites. On en a déjà parlé dans un épisode de la première saison du podcast. Et puis c'est là que la puissance en course à pied ajoute une dimension intéressante. C'est que grâce à la mesure de la puissance en course à pied, on va pouvoir continuer à surveiller la puissance qu'on met en course à pied, tout simplement parce que elle va s'adapter à la pente. Et puis suivant le capteur qu'on utilise, elle va s'adapter au vent. Ouais. Donc finalement, ça va être deux mesures complémentaires qui vont pouvoir nous permettre de jauger, quantifier notre niveau d'entraînement, enfin notre entraînement plus que notre niveau d'entraînement. Oui. Alors après la puissance en course à pied, on peut en parler. Hein, elle était aussi sur la liste des choses qu'on peut utiliser sans aller faire un test de VO2. Donc là, ça nécessite quand même un petit investissement, soit dans une montre qui elle-même va afficher des informations de puissance en course à pied, soit l'ajout d'un capteur externe pour nous fournir cette information sur notre montre qu'on a déjà. Et puis avec cette information de puissance en course à pied, on va pouvoir effectuer des tests. Alors, quand on parle de puissance en course à pied, en général, on parle du capteur Stride parce que c'est la solution numéro 1 actuellement sur le marché. C'est la solution, à mon sens, la plus complète et la plus précise. Et puis, en plus, ça a un immense avantage d'utiliser la solution Stride, c'est que quand on court avec un Stride, eh bien, notre puissance critique, CP, ou alors l'équivalent de la FTP en course à pied, eh bien, calculé tout seul en fonction de l'historique des entraînements qu'on va faire. Donc ça, c'est un immense avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de se faire des protocoles, comme on a parlé du protocole pour la VMA. Il suffit d'aller courir à différence d'intensité régulièrement, et puis automatiquement notre FTP ou notre CP va se mettre à jour grâce aux algorithmes de Stride. Alors du coup, comment est-ce que à ce moment-là, on va pouvoir jauger, quantifier notre entraînement? Comment est-ce qu'on arrive à trouver des parallèles, des passerelles entre des entraînements qui vont être donnés en puissance, en pourcentage de fréquence cardiaque, avec des entraînements qui vont être donnés en pourcentage de puissance ou en pourcentage de VMA? Comment est-ce qu'on gère ça? Si on a un Stride, on le met à la chaussure, on enregistre les données, on les envoie sur le Stride Power Center, et au bout d'un moment, il y a notre puissance critique qui va être calculée automatiquement, donc ça c'est super facile. Si on a une autre solution qu'un Stride pour faire de la mesure de puissance en course à pied, eh bien, tout simplement, on va faire un petit test pour déterminer quelle est notre puissance critique. Ce test, c'est un test qui est relativement facile, c'est le test 9.3. Il en existe d'autres également, hein. Bien évidemment qu'il y a plein d'autres solutions, mais le test
test 9.3, je pense qu'il est relativement pertinent parce que je l'ai utilisé plusieurs fois avant que Stryd ne mette à disposition l'algorithme automatique. Et puis dans tous les cas, il a donné des valeurs qui étaient extrêmement proches à celles qui ont été ensuite calculées par mon capteur. Donc en fait, l'idée c'est de faire un échauffement assez complet en course à pied. Bien évidemment que idéalement, faut le faire sur le terrain sur lequel on va courir le plus souvent. Donc, si on court sur des sentiers en forêt, ça va pas avoir la même chose que si on court sur la piste ou sur la route. Donc, si on fait un entraînement pour un marathon, par exemple, qu'on va courir sur route, idéalement, faut courir le test de puissance sur route également. Donc là, on va faire un échauffement complet pour qu'on soit prêt à partir au taquet. Donc, minimum 15 minutes avec quelques accélérations et puis être bien préparé. Puis ensuite, on va faire 9 minutes où on va courir le plus rapidement possible, donc un petit peu comme le demi-Cooper dont on parlait tout à l'heure. On va bien évidemment, pour ces 9 minutes, enregistrer la puissance moyenne qu'on va faire sur ces 9 minutes. Donc en gros, sur une montre qui a un capteur intégré, on va faire marquer un tour manuel au début et à la fin de ces 9 minutes, et puis on aura dans le récapitulatif de son entraînement la puissance moyenne. Ensuite, on va faire 30 minutes de course active, mais très léger. Donc on doit vraiment être dans une course super facile, on est en mode récupération, et puis on va repartir pour 3 minutes où on va de nouveau courir à bloc, et puis on va enregistrer de nouveau la puissance moyenne, et puis ensuite on va faire un retour au calme traditionnel pour pas arrêter après avoir couru 3 minutes à fond. On prend la moyenne des 9 minutes, la moyenne des 3 minutes, on les additionne, on divise par 2, et puis on obtient notre puissance critique sur laquelle on va pouvoir définir nos zones de puissance. C'est simple. C'est simple, mais c'est simple entendu comme ça, dit comme ça. Après, à mettre en pratique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, sur certaines montres, il est possible de planifier cet entraînement. Donc, on peut créer un entraînement par intervalle qui va nous dicter les étapes à suivre. Et puis, sinon, on s'inscrit sur un petit papier qu'on se met dans la poche avant de partir à l'entraînement. 9 minutes, 30 minutes, 3 minutes. C'est quand même relativement facile de s'en souvenir, et puis on arrive à faire ce test de puissance critique assez facilement. Une fois qu'on a obtenu donc notre puissance critique, donc ce qui est équivalente à notre FTP en course à pied, donc pour information, ce chiffre de FTP, théoriquement, il correspond à la puissance maximale moyenne qu'on est capable de tenir sur environ 1 heure d'effort. Donc typiquement, 100% de cette FTP ou CP, c'est la même valeur, ce sera à peu près notre puissance moyenne qu'on va développer sur un 10 km, mettons, voire un tout petit peu plus long. Donc voilà, on a déjà une information, c'est que 100% de cette valeur, ça va être notre puissance cible pour un 10 km. Ok. Est-ce que de la même manière que pour des zones de fréquence cardiaque ou des zones de VMA, on va avoir des zones de travail sur la puissance? Oui, alors tout à fait. En général, on parle de 5 zones pour la puissance en course à pied. On a une zone qui se situe entre 65 et 80%, qui est vraiment la zone d'endurance basse. Donc c'est vraiment la zone dont Denis nous parle souvent. C'est la zone qui est en dessous du seuil d'échange gazeux, ou alors qui s'en rapproche. Et puis c'est vraiment cette zone-là où on va consommer un maximum de lipides. Et puis ensuite, on a une zone 2 qui est entre 80 et 90% de cette FTP ou de cette CP, où là, on est à peu près à notre allure, enfin à notre puissance cible marathon. Donc pour quelqu'un qui vise un marathon, c'est dans cette zone 2 à peu près. On va peut-être un tout petit peu se mettre à cheval sur la zone 3, mais normalement la zone de puissance en course à pied pour le marathon, c'est à peu près 90%, 90%. Et puis au-delà, on l'a dit, entre 90 et 100%, on est sur notre zone qui correspond à un 10 km. Entre 100 et 115%, c'est notre puissance cible pour 5 km. Donc ça, c'est la zone 4. Et puis la zone 5, c'est vraiment celle qu'on va utiliser sur des intervalles courts qui se situent entre 115 et 300%. Donc là j'adore le 300% quand même, parce qu'on on a des paliers qui sont très petits, 65-80, ça fait du 15%, quoi. Après, on réduit encore 80-90 ou 80-90, c'est 10%. Mais alors là, le dernier seuil, c'est entre 115 et 300.
Ouais, bah oui, parce que sur la piste, on va pouvoir faire des intervalles de 15 secondes ou de 400 mètres ou de 800 mètres. Donc, si on fait des intervalles très courts, comme par exemple du 15 secondes, on va être très très haut au niveau de la puissance, mais sur une intensité qui sera courte. Et donc là, on va pouvoir mettre un paquet de puissance sur ces répétitions. Ou alors sur du travail en côte, hein, aussi, on sait qu'en côte, on va développer une puissance plus importante parce qu'il faut en plus lutter fort contre la gravité. Donc là, on va aller à 300% au max de sa puissance critique. Ouais, ça me fait penser à mes grosses cuisses et où moi je me sens toujours très bien en côte parce que bah justement j'ai des gros cuisseaux mais un peu moins bien sur le sur l'endurance ou sur le plat. Juste avant qu'on parle du protocole de test de puissance sur le vélo, donc le bien nommé FTP, est-ce que on peut observer les mêmes zones de puissance sur le vélo où on va avoir des zones un petit peu plus courtes ou étalées un petit peu différemment? Sur le vélo, on est un tout petit peu plus bas en fait en termes de zones de puissance. Donc, on parle en général sur le vélo de 7 zones et non de 5. On en parlera peut-être après lorsqu'on va aborder la partie cycliste, parce que là, on a encore juste une partie pour la course à pied qui me semble intéressante. C'est les zones de fréquence cardiaque qui peuvent aussi être un atout à utiliser pour gérer son entraînement en course à pied. Alors, on est passé de la VMA, où là, on a donc notre vitesse maximale aérobie. On va savoir courir ou travailler suivant différents seuils, tu nous l'as expliqué. De la même manière, on va pouvoir mettre en face de cette VMA, et surtout si on a un cardiofréquencemètre qui enregistre notre séquence, une valeur pour une fréquence cardiaque maximale en face de cette VMA. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes zones ou sur peut-être le parallèle qu'on va pouvoir faire entre la puissance, la fréquence cardiaque et le test de VMA qu'on aura réalisé? Oui, on peut tout à fait utiliser son test de VMA qu'on va faire sur piste pour aussi déterminer sa fréquence cardiaque maximale. Donc c'est aussi une valeur qui est intéressante parce qu'elle permet de définir ces zones de fréquence cardiaque qui sont aussi utiles à l'entraînement pour s'entraîner dans les bonnes intensités si on se fie à cette fréquence cardiaque. Donc on a dit que la VMA avait un défaut particulier, c'est que dès que ça monte ou que ça descend, eh ben on n'est plus forcément comment dire, on peut plus se fier à ces informations d'allure parce que elles sont faussées par la pente en fait. Donc on pourrait utiliser la fréquence cardiaque si on s'entraîne sur des terrains vallonnés pour continuer à rester dans la bonne zone d'effort. Donc on peut utiliser le test de VMA pour estimer sa fréquence cardiaque maximale, parce que pendant un test de Mini Cooper, on pourra regarder la section du test où pendant 20 secondes on a la fréquence cardiaque la plus élevée. On pourra partir du principe qu'on peut utiliser cette valeur comme fréquence cardiaque max. Et puis également sur le test sur tapis, on a parlé d'incrément de 0,5 km/h. Normalement, sur le dernier palier qu'on tient, on doit arriver à des fréquences cardiaques qui sont très très proche des fréquences cardiaques maximales qu'on est capable de soutenir. Et puis sinon, il y a des tests qu'on peut faire spécifiquement sur piste ou sur n'importe quel terrain en fait, pour déterminer sa fréquence cardiaque maximale. C'est de faire des intervalles de l'ordre de 400 mètres et puis d'avoir des récupérations très courtes. Donc on essaie de faire par exemple 4 fois 400 mètres avec des récupérations très courtes, genre 15 secondes. Et puis sur la dernière répétition de 400 mètres, on va vraiment à bloc. Et puis là, on devrait toucher sa fréquence cardiaque maximale. Si on fait des efforts sur moins long, par exemple sur du 200 mètres, sur le 200 mètres, on a un phénomène de latence au niveau de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que quand on va commencer l'effort à bloc, la fréquence cardiaque, elle va pas forcément monter immédiatement à ce moment-là. Elle va attendre 3 à 4 secondes. Et puis sur un 200 mètres, on va peut-être rater juste le sommet de cette fréquence cardiaque maximale. Donc mieux vaut faire ça sur des efforts un tout petit peu plus longs, genre le 400. Alors tu dis des 4 fois 400 avec des récup très courtes, ok, mais ça, les récup que tu nous donnes entre 15 et 20 secondes, c'est entre chaque 400, mais oui, entre chaque 4 fois 400, toi tu préconises d'observer une pause de combien de temps? Pour déterminer sa fréquence cardiaque max, il y a besoin de faire 4 fois 400 mètres, c'est tout. On va faire un échauffement, on va faire 4 fois 400 mètres à bloc.
Donc après le 4e, on aura touché sa fréquence cardiaque maximale si on a fait l'exercice correctement. Bon, donc chères auditrices, chers auditeurs, vous avez bien suivi les recommandations de Greg. Déjà, vous arrachez la tronche sur un demi-Cooper pour mesurer votre VMA, et puis si ça vous suffit pas, vous faites un deuxième demi-Cooper ou alors des 4x400, enfin un 4x400, mais vraiment à bloc pour déterminer votre FC max. Alors du coup, une fois qu'on a déterminé sa FC max, comme tu nous l'as dit pour la VMA, quels vont être les seuils qu'on va pouvoir observer et puis à quoi ça va servir? Alors, en fréquence cardiaque, il y a 2 manières de calculer les zones. Il y a la manière traditionnelle où on prend la fréquence cardiaque maximale et puis on lui applique un pourcentage pour définir les zones, ce qui, a priori, est plus forcément la façon idéale de faire. En tout cas, elle peut présenter des biais parce que chez tous les individus, on a une fréquence cardiaque maximale qui est différente, mais on a également une fréquence cardiaque de repos qui est différente. Donc, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle la réserve de fréquence cardiaque, c'est-à-dire la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque qu'on a au repos. Donc, il y a une mesure en plus à faire, c'est celle du repos. Donc là, bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de se défoncer la tronche sur quoi que ce soit pour mesurer sa fréquence cardiaque au repos, puisqu'on va la mesurer au lever. Donc, on va se lever le matin, on va mettre sa ceinture cardio et puis on va attendre pendant 2 minutes tranquillement. Et puis, on va prendre la moyenne de ces 2 minutes comme fréquence cardiaque de repos. Et puis ensuite, on a un Finlandais, je crois, qui s'appelle Karvonen, qui a utilisé ces valeurs-là pour définir des zones de fréquence cardiaque par rapport à la fréquence au repos. Et si on veut faire un calcul simple, donc on prend la réserve de fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'on prend la fréquence cardiaque maximale. Par exemple, chez moi, c'est 200, admettons. Et puis, ma fréquence cardiaque au repos, c'est 50. Donc, je prends 200 moins 50, ça me fait 150. Et puis là, je vais lui appliquer un facteur. Par exemple, si je veux être dans la zone numéro 1, donc entre 50 et 60% de ma de ma réserve de fréquence cardiaque, donc je vais faire 0,5 fois mes 150 et puis ça va me donner mon intensité, en fait, où je veux faire de la récupération. Donc, on a parlé de 50% pour la récupération. En fait, c'est la zone 1 qui est entre 50 et 60. Entre 60 et 70%, on est en endurance. Entre 70 et 80%, 80%, on est en résistance douce. Entre 80 et 90%, on est en résistance dure. Et puis, entre 90 et 100%, on doit être à VMA. Voilà. Les zones. On rappelle à tous nos auditeurs qu'on mettra tout ça, toutes ces informations que j'ai dans mes notes ici, on les mettra dans les notes de l'épisode parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres. Il n'y a pas besoin de sortir les calepins, les calculettes pendant l'écoute de cet épisode. On mettra tout ça en ligne sur podcast.nakan.ch pour avoir toutes ces données en direct écrite sur les notes de l'émission. Alors on aurait quand même dû mettre un petit disclaimer en début d'épisode pour dire que justement c'était pas la peine de prendre un calepin pour aller courir, qu'on mettrait toutes les notes. Mais bon, voilà, tu l'as fait. C'est fait. Alors on a vu la VMA, on a vu la fréquence cardiaque, on a vu la puissance. Pour revenir un petit peu en arrière sur des épisodes qu'on a déjà fait, on comprend aisément que ta préférence à toi aille quand même sur la mesure de la puissance, puisque qu'on parle de zone de fréquence cardiaque avec une FC max qui va varier suivant le terrain, suivant la température, suivant la condition physique de notre athlète, ou de VMA qui va varier aussi pour les mêmes raisons, suivant le parcours, suivant la température, suivant les conditions météo, suivant les conditions elles-mêmes de l'athlète, on va avoir des variations plus importantes que si on se base uniquement sur la puissance. Effectivement, je pense que pour la course sur route ou même pour la course de type cross, la puissance en course à pied, c'est la mesure, à mon sens, la plus efficace pour pouvoir se gérer soi-même au niveau de son effort. Après, ce qui est important de faire, c'est que si on court principalement en cross, comme je l'ai dit, ou en tout cas une partie de la saison en cross, c'est important de faire un test de FTP ou de CP dans le terrain, dans la nature de terrain qu'on va courir en compétition en cross. C'est-à-dire dans le terrain, on va faire le même test que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le test 9-3. On va le faire à ce moment-là dans les conditions de la compétition. Il faut pas courir le test 9-3 sur route et puis ensuite aller dans la boue pour courir son cross et essayer de tenir les mêmes données de puissance parce que ça a aucun sens.
pareil pour les trailers qui voudraient utiliser la puissance en course à pied, c'est pas complètement incompatible, mais c'est vrai qu'on peut pas utiliser la puissance tout le temps en trail parce que quand on est en train de marcher à faire plus de distance verticale qu'horizontale dans la caillasse, la puissance a plus vraiment de sens. On va surveiller sa fréquence cardiaque à ce moment-là. Par contre, dès que ça devient un peu plus roulant, dès qu'on peut relâcher un petit peu et courir, ça devient intéressant de regarder la puissance aussi pour se gérer. Et puis évidemment, c'est dans ces conditions-là aussi qu'il faudra faire les tests de CP pour pouvoir se gérer. Mais je pense que maîtriser ces zones de fréquence cardiaque et de puissance, et puis contrôler ça en permanence ensemble, et on apprend à se connaître. On sait un jour, je mets la puissance que j'avais que j'avais prévu de mettre, par exemple sur un 10 km, je suis pile poil dans ma cible. Par contre, ma fréquence cardiaque, elle était 15% plus haut. Et puis, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, on va pouvoir apprendre à se connaître en se disant tiens, aujourd'hui il faisait chaud, alors ma fréquence cardiaque elle était plus élevée, ou alors c'était ma première compétition, j'ai apparemment été un peu stressé, ma fréquence cardiaque était plus élevée. Par contre au niveau de la puissance, on voit que ça reste constant. Ou alors un jour on voit que la fréquence cardiaque est plus basse, par contre les watts sont plus bas et on n'arrive pas à monter plus, donc on se dit voilà, aujourd'hui c'était un jour où j'avais pas forcément des conditions de performance optimales, je ferai mieux sur ma prochaine compétition. Donc vraiment avoir les deux en même temps, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir comprendre comment on fonctionne et pouvoir se gérer en course de manière idéale. Ouais, donc dans la besace de notre sportif, il faut essayer de maîtriser ces trois données, VMA, PMA et FC Max. Exact. Alors, on parle pas tellement de PMA, même si c'est un peu la même chose. En course à pied, on parle effectivement de puissance critique ou de FTP. Mais oui, en gros, si on maîtrise les trois aspects de la vitesse maximale, et quoique celle-là, elle a pas forcément besoin d'être mesurée et estimée si on a la puissance, mais les zones de fréquence cardiaque, les zones de puissance, on est pas mal pour la course à pied. Bon, alors si on rebouclait un petit peu sur les zones de puissance, mais cette fois-ci appliquées au vélo, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme test à réaliser? Et puis après, même question, on reviendra sur une fois qu'on a fait ce test, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs? Alors à vélo c'est assez facile parce qu'il n'y a pas de multi segments de tests à faire comme on a vu les 3 et 9 minutes en course à pied sur le vélo. On a un test FTP qui est relativement standardisé. Donc la FTP, on le rappelle, c'est la puissance maximale moyenne qu'on est capable de tenir sur une heure. Idéalement sur le vélo, il faudrait faire 1 heure à bloc, mais on sait très bien que c'est difficilement faisable, d'une part d'un point de vue motivation, d'une part d'un point de vue épuisement. Un cycliste à l'entraînement, il n'a pas envie de passer 1 heure sur son vélo à bloc puis de se cramer pour le reste de sa semaine d'entraînement. Donc on est arrivé à un protocole après un bon échauffement. Ici, c'est marqué dans le test de Kogan, qui est un des grands instigateurs de cette mesure de puissance sur le vélo. Donc 20 minutes d'échauffement. Ensuite, on fait 3 fois 1 minute avec des tours avec un pédalage rapide, idéalement 100 tours par minute. Ensuite, 5 minutes où on est tranquille, 5 minutes à bloc. Et puis ensuite 10 minutes tranquille. Puis là, on est bien échauffé, on est capable de partir pour nos tests. Et là, on part pour 20 minutes dans un mode contre la montre où on met le plus de patates possible. Et puis ensuite, on fait notre retour au calme. Et puis sur ces 20 minutes, on prend la moyenne de watts et puis on lui applique un facteur de 0,95, donc 0,95 pour être réaliste par rapport à la puissance qu'on aurait développée sur 1 heure et non sur 20 minutes. Par contre, on a fait un échauffement qui est quand même un petit peu épuisant. Donc voilà, on prend 95% de cette valeur de 20 minutes et on obtient sa FTP. Alors, une précision quand même quand tu dis, tu as précisé 20 minutes d'échauffement, puis après 3 fois 1 minute de pédalage rapide à 100 tours minute. Quelle puissance, quelle résistance on observe là dans ces 3 fois 1 minute? Autant de résistance que nécessaire, mais pas non plus un épuisement total pendant les 1 minute de pédalage. Donc ça sert à rien de pédaler dans le vide et d'avoir aucune résistance. Ça sert à rien non plus de commencer à s'asphyxier parce qu'on emmène trop gros. Il faut vraiment un braquet qui soit facile à emmener, mais qui oppose quand même une toute petite résistance sous le pied pour pas qu'on pédale à vide, parce que ça c'est après vite parti en direction de blessure. Donc
voilà, trouver un idéal, mais ça sert à rien d'emmener du gros sur les exercices de vélocité. Hein. Le but, c'est vraiment de tourner les jambes le plus vite possible pour se préparer à l'effort qui vient, et puis de pas se blesser à ce moment-là. Alors, là, tu nous as rappelé le protocole. J'imagine que comme pour le test comme pour les tests en course à pied, on peut aussi bien faire ça effectivement sur son vélo, sur un parcours classique, enfin on va dire même le parcours qui se rapproche le plus du parcours de compétition auquel on sera confronté, mais on peut aussi réaliser ce test-là sur Home Trainer, et j'imagine qu'il existe pléthore d'applications, de services en ligne qui proposent de faire des tests de FTP sur le vélo. Oui, alors bien évidemment sur toutes les plateformes d'entraînement en ligne qu'on utilise l'hiver, que ce soit Swift ou d'autres, on va trouver des tests qui sont déjà tout prêts où on n'a plus qu'à pédaler à bloc et puis ils nous donnent notre FTP. Il existe aussi maintenant, comme pour le Stride en course à pied, des compteurs cyclistes ou des montres qui intègrent soit un test de FTP embarqué, donc lui il nous guide pendant le test complet, ou alors même on sort s'entraîner normalement, on fait notre petit col, on fait ensuite notre petit retour à la maison, la tête dans le guidon où on pédale 20 minutes à fond, et puis lui calcule automatiquement la puissance, donc la FTP au fur et à mesure de nos sorties, parce que ce qu'on n'a pas dit par rapport à toutes ces mesures, c'est que c'est important de les répéter assez régulièrement pour voir les progressions, que ce soit la VMA, que ce soit alors la FC Max peut-être un petit peu moins parce qu'elle évolue peut-être un petit peu moins, puis d'un point de vue médical, c'est quand même mieux d'aller chez son cardiologue de temps en temps pour faire une vérification avant de faire des tests de FC Max vraiment poussés à bloc. En fait, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les sportifs qui veulent faire les tests qu'on a évoqués dans cet épisode. Hein. C'est vraiment d'avoir la certitude qu'il n'y a pas de problème médical avant de le faire. En tout cas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du sport ou alors que vous n'avez pas fait ce genre de test, allez voir votre médecin ou votre cardiologue pour un petit test avant de faire ces exercices qui sont quand même des exercices de haute intensité, qui sont pas dénués complètement de risque. Donc voilà, un petit conseil en aparté. Mais je le disais, il faut les faire de manière assez régulière. Idéalement de les faire tous les 2 mois, par exemple. Ça permet de voir la progression, puis de continuer à s'entraîner avec des chiffres qui sont justes, parce qu'un chiffre qui a 6 mois, il sera plus forcément cohérent par rapport à notre forme du moment, peut-être à la hausse, peut-être à la baisse. Ouais, effectivement, hein, quand on s'engage par exemple sur un plan d'entraînement marathon en 10-12 semaines, alors normalement le plan intègre déjà cette évolution aussi de nos données physiologiques, mais comme tu le dis, je pense que ça fait du sens de le faire tous les 2 mois, toutes les 8-9 semaines pour être certain que on soit bien dans la bonne voie. Et puis en plus, si on part sur un plan marathon allez, partons sur 12 semaines, si on refait le test donc on prend une première semaine pour préparer un peu le marathon, on fait le test, on se lance dans 8 semaines de préparation, donc on arrive, si vous avez bien compté, à la 9e semaine. Là, refaire le test, ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est et puis éventuellement de réajuster sur les 3 dernières semaines qui restent, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner sur une préparation comme ça. Oui, et puis pas de précipitation pour faire ces tests. Donc si tout d'un coup on se dit ah mince, il faut encore que je fasse le test, mais aujourd'hui j'avais un gros entraînement sur piste très sollicitant, ne pas aller faire ce test un lendemain de grosse fatigue. L'idéal, c'est de le faire à un moment où on est reposé, donc idéalement après une journée de repos, pour pouvoir avoir des chiffres qui sont cohérents. Et puis la deuxième chose, c'est que si on voit des résultats qui sont catastrophiques sur un des tests, ça peut arriver parce qu'on a décidé de faire ce test un jour où on se sentait bien, mais finalement on n'était pas si bien que ça. Et ben c'est de laisser tomber le test, continuer à s'entraîner avec les chiffres qu'on avait avant, et puis le refaire une seconde fois plus tard quand on est plus en forme, avant de se formaliser avec les chiffres qu'il y a, pas que ça tape directement sur le moral. On sait que la FTP sur le vélo, par exemple, peut être assez influencée par divers éléments, et puis évidemment de les refaire sur les sections de route, les mêmes idéalement, hein, pour pas avoir d'erreur. Donc on parlait de FTP sur le vélo, on peut le faire idéalement sur la route la plus plate possible et où il n'y a pas de virage, où il n'y a pas de priorité ou d'arrêt, genre des feux de signalisation, des stops, des céder le passage, parce que évidemment que ça va avoir un impact si on doit s'arrêter, relancer la machine à chaque fois. Et puis si on n'a pas ça proche de chez soi, eh bien c'est de le faire comme tu le disais sur Home Trainer, où là on a une résistance constante, ou alors dans une petite
petite montée. Alors idéalement, c'est pas de le faire dans le col du Galibier non plus, mais on peut tout à fait faire nos 20 minutes de FTP dans une côte de 3-4%. On sait qu'on va mettre un tout petit peu plus de puissance en montée par rapport à plat, mais si on le fait tout le temps dans les mêmes conditions, on devrait avoir des chiffres qui restent quand même relativement cohérents. Ouais, j'ai vu quelques routes par chez toi entre Payerne et Lausanne qui sont en faux plat montant et qui sont relativement droites, donc ça peut être pas mal pour réaliser son test. Ouais, il y a pas mal de routes là qui sont à fort trafic. Alors il y a encore juste ce détail, mais effectivement, ce type de route est assez propice pour faire ce genre de test. Parce que c'est tout droit, parce qu'on n'est jamais arrêté à cause de priorité ou de feux de signalisation ou quoi. Il y a juste quelques ronds-points ici et là, mais bon, c'est pas un problème si la route est pas surchargée à ce moment-là, et puis on arrive à faire un test de qualité. Ouais, pour le trafic, on a la solution soit d'attendre la nuit, soit d'attendre la prochaine période de confinement, non? Ouais, je l'attendais celle-là. Je l'attendais celle-ci. Alors effectivement, ouais, c'est une solution. Je miserai pas sur cette stratégie parce qu'il arrive pas un confinement toutes les 8 semaines. Mais effectivement, rouler de nuit, je suis pas non plus hyper enthousiaste à envoyer les auditeurs avec leur vélo et rouler à fond dans l'obscurité. C'est pas forcément non plus la meilleure des stratégies. Mais un dimanche, pas trop tard, on doit trouver des routes qui sont relativement peu fréquentées pour faire ce test. Oui, bien sûr. Hein, je prends ça à la rigolade, mais ironiquement, et on le rappelle, c'est pas, il faut pas se lancer dans des choses inconsidérées. Ouais. Donc là, on a revu le protocole pour mesurer sa FTP, sa puissance maximale sur le vélo, enfin plutôt sa moyenne de puissance que l'on peut tenir pendant 1 heure sur le vélo. Oui. Une fois qu'on a ces valeurs-là, une fois qu'on a ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les découpe en 7 zones, un petit peu comme on le faisait en 5 zones pour la course à pied, mais là en 7 zones pour le cyclisme. Donc on sera en récupération active entre 55 et environ 70% de FTP. Ensuite, on sera en endurance entre 70% et 80% environ. Donc là, on va vraiment travailler le foncier un petit peu dans ces zones que Denis aime bien nous faire entraîner un maximum de temps. Hein. Ensuite, on a les zones tempo qui sont entre 90 et 94%. Donc toi, je sais que t'aimes bien les chiffres très précis. Donc voilà. Ensuite, quand on s'approche des 100%, on est au seuil. Donc là, on est vraiment sur un effort qui sera d'1 heure environ, puisqu'on sait que la FTP, c'est l'effort maximum qu'on est capable de tenir sur 1 heure. Donc entre 100 105%, on est sur la zone du seuil. Et puis ensuite, entre 105 et 120%, on sera en puissance aérobie. Au-delà de 120%, on sera en puissance anaérobie, et puis on a encore cette zone 7 qui est au-delà de 150%, dans laquelle on est en puissance maximale, qui est dite puissance neuromusculaire. Donc là où on est vraiment en train de faire un travail de force de courte durée. En général, on fait des efforts là-dedans qui sont inférieurs ou égales à 1 minute, voire 30 secondes. Alors, ça me fait réagir à une chose. En 2014, quand j'ai commencé les podcasts sur un autre projet, j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec Denis Boucher, qui nous disait que pendant un temps, il travaillait avec ses athlètes aussi sous hypnose, et que il y avait certains athlètes amateurs qui avaient des puissances maximales conscients de l'ordre de 200 watts, quelque chose comme ça, et que une fois qu'il les mettait dans un état d'hypnose et qu'il leur redemandait de pédaler au maximum, il arrivait avec des valeurs maximales de puissance de l'ordre de 450-500 watts. Est-ce que, à ton sens, ça voudrait dire que ces valeurs qu'on va mesurer de FTP, donc de puissance moyenne qu'on peut tenir pendant 1 heure, elles pourraient être aussi elle pourrait aussi varier par rapport à l'état de conscience avec lequel on pédale? Alors, première chose, je vais
dire au revoir à nos auditeurs qui seront encore connectés sur le live Instagram, parce que apparemment il y a une durée maximale d'un live sur Instagram, et puis je vois que j'ai un petit compteur qui me laisse 40 secondes encore pour leur dire au revoir. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce demi-live. Malheureusement, effectivement, Hermano a, malgré de nombreuses tentatives au début de ce live, tenté de rejoindre pour qu'on enregistre cet épisode du podcast en direct. On retentera l'expérience mieux préparée, mieux technologiquement avec un live. Et puis vous retrouvez l'épisode qu'on a enregistré, donc vous avez entendu ma piste de cet épisode. Vous le retrouvez mercredi à 16h comme d'habitude sur les plateformes du podcast. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir en direct ce soir. On fera mieux la prochaine fois. Bah, je les saluerai bien aussi, mais bon, ils n'entendront ma piste que dans l'épisode du podcast de mercredi prochain. Voilà. Donc, écoute, non, moi, j'ai pas d'avis particulier par rapport à ça. La chose que je te répondrais, c'est que c'est pas impossible que ça marche, que ça existe. Parce que on sait que quelqu'un qui a une FTP par exemple de 250 watts sur son vélo à l'entraînement, etc. Eh bien le jour de la compétition, il est tout à fait capable de pousser 260, 265 watts pendant 1 heure parce qu'il a un dossard dans le dos, parce qu'il y a la motivation de la compétition, parce que voilà, il y a un enjeu, parce que donc je pense que psychologiquement on peut se transcender grâce à certaines choses, et puis je pense que voilà, ça peut jouer un rôle. Le mental joue un rôle important dans les sports d'endurance, on le sait, on en a parlé dans un hors-série du podcast sur la préparation à Ironman avec un coach mental. Le mental fait une grosse partie, et on l'a dit, un simple petit grain de sable au niveau de l'organisation et de la gestion de sa course, eh bien ça peut mener à une catastrophe, parce que on se démoralise, on perd la confiance, on perd la motivation, puis tout d'un coup tout s'arrête. Ouais. Alors effectivement, tout ça, en tout cas le bien fondé de ma question était aussi à prendre un petit peu avec des pincettes et avec un petit peu d'ironie, mais l'idée c'était de montrer encore une fois, et pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure, que les valeurs peuvent varier suivant nos conditions aussi psychologiques, et que en cas de mesure qui ne soit pas cohérente avec ce qu'on a pu déjà connaître par le passé, ou alors qu'on soit même pas forcément au niveau des attentes que l'on pourrait avoir, parce que on s'amuse à se comparer aux copains d'entraînement qui ont une FTP de 200, 300, 350, 400. Il faut pas se démoraliser, et peut-être simplement de se remettre en condition, attendre quelques jours que l'on soit à nouveau dans de bonnes conditions, et puis refaire le test, réaliser le test, et comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt après une journée de repos dans des conditions aussi sanitaires qui valent la peine. Oui, et puis il faut pas oublier que la puissance absolue, quand on se la compare entre cyclistes, ne veut rien dire. C'est une valeur qui est très personnelle, mais si par exemple, toi, Hermano, tu pesais 100 kilos et que tu avais une FTP à 360, et que moi, je pèse 65 kilos et que j'ai une FTP à 220, eh ben, on aurait des performances qui seraient extrêmement proches l'un de l'autre, parce que le rapport poids-puissance serait équilibré, alors que dans l'absolu, si tu viens vers moi, tu me dis j'ai une FTP à 400 watts, je peux être tout de suite démoralisé parce que c'est presque le double de la mienne, mais voilà, il y a pas que ça qui fait. Donc la FTP est une valeur personnelle qu'on va suivre soi-même. Donc est-ce que je m'améliore? Est-ce que ma FTP devient de plus en plus élevée au fur et à mesure de mon entraînement? Et puis on va pouvoir gérer sa progression, mais on peut pas se comparer à un autre coureur autrement que par le rapport poids-puissance. Et puis faites attention à tous les auditeurs qui sont un peu naïfs par rapport à ça. Les gens mentent sur leur poids. Et sur Zwift aussi. Donc si sur Zwift vous avez des gars qui tournent pendant 1 heure à 5 watts par kilo, eh ben ne vous posez pas trop de questions. La plupart d'entre eux, ils ont menti sur leur poids dans Zwift. Bon, voilà qui nous fera peut-être une bonne conclusion pour cet épisode. Alors peut-être juste pour récapituler, aujourd'hui on a parlé de la VMA, on a parlé de la fréquence cardiaque maximale, on a parlé de la puissance en course à pied, donc la puissance critique, et de la FTP en vélo, et on a vu un petit peu, une fois qu'on avait ces valeurs, ce qu'on pouvait en faire. Mais globalement, une fois qu'on a ces valeurs-là qui sont très personnelles pour chaque personne, aussi bien que l'on
parle de la FC Max, que l'on parle de la VMA, que l'on parle de la CP ou que l'on parle de la FTP, on va pouvoir déterminer des seuils qui vont nous permettre d'avoir des valeurs pour nous entraîner. Donc ces seuils, en général, si on veut vraiment très grossièrement schématiser, on a le seuil d'endurance qui est en dessous de 70% de telle ou telle valeur, le seuil de au-delà de l'endurance jusqu'au seuil maximal qui va être entre 70 et 100%, et puis le seuil de survitesse, surpuissance, au-delà de la fréquence cardiaque, qui va nous permettre d'atteindre notre fréquence cardiaque maximale, qui va être au-delà de 100%. Exact, ouais, c'est exactement ça. Et puis ça nous permet de nous entraîner le plus justement possible dans les bonnes zones qu'on cible. On rappelle encore les préceptes qu'on n'a pas arrêté de donner dans la première saison et qu'on continue maintenant. C'est entraînez-vous massivement dans des zones d'endurance fondamentale. Et puis le travail qualitatif, il existe, il doit exister, mais il doit pas représenter plus que 20% du volume d'entraînement. Le reste, ça doit être fait en endurance basse. Donc voilà, aller courir longtemps et lentement pour pouvoir courir cette frange d'entraînement plus vite et puis s'améliorer, parce que tout courir au seuil, on a parlé au début du SV2, donc vous savez maintenant où est ce SV2 si vous faites un test VMA. Et ben si tous les entraînements sont courus à ce seuil, et ben la progression ne se fera pas, et puis ce sera contre-productif au niveau fatigue, blessure, charge d'entraînement. Oui, et puis il y a même des risques, tu l'as dit, au niveau des blessures, mais même au niveau de notre petit muscle cardiaque, ce petit palpitant qui est quand même la base du fonctionnement de tout l'organisme. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de placer une petite chose. Il y a un de nos auditeurs qui nous a contacté, Romain, qui se reconnaîtra, et qui nous faisait remarquer que parfois on avait peut-être tendance à être un petit peu élitiste. En tout cas, ce que les sujets que l'on aborde, et notamment les sujets que l'on a abordés ce soir, vont vous permettre, vous auditrices, auditeurs chéris et adorés, de savoir un petit peu où est-ce que vous vous placez et de pouvoir continuer à travailler dans ces zones que l'on vous recommande, qui sont pas nos recommandations, qui sont des recommandations de médecins sportifs ou d'entraîneurs émérites, et puis de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à vous-même, et de pas chercher à se comparer avec les autres. L'essentiel, c'est toujours de prendre du plaisir et puis de se voir progresser. Exactement. Bah voilà, quelle belle conclusion. On va peut-être le rappeler quand même, si vous ne l'avez pas encore fait, et pourtant on voit les revues sur Apple Podcast qui augmentent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, on vous envoie vers Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire, pour nous laisser une note, évidemment 5 étoiles, puisqu'on est persuadé que vous adorez, mais si vous aimez pas forcément notre podcast, ou si vous avez des choses à nous faire remarquer, vous pouvez aussi le mettre dans ces revues. Vous pouvez aussi nous contacter. Le meilleur moyen pour ça, podcast.nakan.ch. Vous avez un gros bouton qui s'appelle nous contacter, et là vous avez toute la procédure, tout le protocole de ce test de VMA de contact pour savoir si nous serons à la mesure de votre requête. C'est absolument complet, effectivement. Rien de plus à ajouter de mon côté. Écoute Greg, je te remercie encore pour cet épisode où tu nous as apporté plein de précisions très techniques et pratiques. Et puis je crois que la seule chose qu'on puisse se souhaiter, c'est de se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, à la semaine prochaine, on aura de nouveau mes coéquipiers du Tri-Team Lutry, dans lequel on va parler de préparation Ironman, et puis on retrouve un épisode de la ligne standard du podcast dans 2 semaines. C'est parfait. Merci beaucoup Greg, bonne soirée. Merci à toi.